on continue notre cours sur le théorème de Gauss par un exemple à symétrie sphérique. Donc une boule chargée uniformément en volume, ρ 0 égale dq sur d taux, donc qui est constante à l'intérieur de la boule. Donc pour petit r plus petit que grand R, et qui est la charge nulle à l'extérieur. Donc le but, c'est de calculer le champ électrostatique dans tout l'espace et le potentiel. Alors première étape, donc on prend un point M dans l'espace. On ne le met pas encore une fois sur la surface de la boule elle-même, mais on le met vraiment n'importe où. On peut le mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc première étape, direction du champ par des considérations de symétrie. Donc là, les coordonnées adaptées sont les coordonnées sphériques. Alors, je rappelle rapidement les coordonnées sphériques, tout le monde les maîtrise. Donc, la base locale des coordonnées sphériques, donc le vecteur ER, unitaire dirigé de O vers M, le vecteur Eθ et le vecteur Eφ, donc qui va vers l'arrière. Alors, il nous faut deux plans de symétrie passant par M. Donc, π1, π2. Donc, voilà, je le caractérise comme d'habitude chaque plan par le point M et deux vecteurs unitaires. Allez, qui peut me donner les noms? Geoffrey. Alors, MER Φ, donc le plan comme ça, effectivement, il coupe la boule en deux. MER Eθ, donc comme ça, il coupe aussi la boule en deux en passant par O. Donc ça marche. Voilà deux plans de symétrie. Donc le champ E appartient à leur intersection, puisqu'il appartient à tout plan de symétrie des charges, et donc il est collinéaire au vecteur, au vecteur ER. Voilà, on ne sait pas s'il est centrifuge ou centripète, mais on verra que ça dépend en fait du signe de ρ. En tout cas, on sait qu'il est selon le vecteur ER. Deuxième étape, donc la dépendance de la norme de E. Alors la dépendance de la norme de E, oui, volumique, hein, j'ai noté ρ égale dq sur d taux, hein, donc c'est bien volumique. Alors, dépendance de la norme de E, donc a priori E dépend de R, θ et Φ. Alors ici, regardez la boule, elle est invariante par toute rotation d'angle θ, donc le champ va l'être aussi. Elle est invariante, donc si je projette le point M sur le plan équatorial, par toute rotation d'angle Φ, donc Φ varie entre 0 et 2π, θ entre 0 et π, je vous le rappelle en coordonnées polaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème à symétrie sphérique. Hein, donc un problème à symétrie sphérique, c'est un problème qui est invariant par toute rotation d'angle quelconque autour de O. Donc invariant par rotation de toute rotation d'angle θ et Φ. Donc le champ ne dépendra que de R. Donc la conclusion de ces deux premiers paragraphes, c'est que le champ il est de la forme E de R, ER. On énonce le théorème de Gauss. Donc le flux du champ E à travers toute surface fermée, orientée vers l'extérieur, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Choix de la surface de Gauss. Alors comme d'habitude, les critères, c'est quoi? C'est qui passe par M,
tel que E est de norme constante sur la sphère, et puis que ds soit parallèle au champ. Donc un vecteur ds parallèle à ER, ça paraît un peu évident. Et le fait qu'il soit à R constant, donc la surface à R constant, bien évidemment, c'est une sphère. Alors évidemment, attention, cette sphère, c'est pas la boule elle-même, mais c'est la sphère passant par le point M. Hein, c'est peut-être la seule difficulté ici. Voilà, ne prenez pas comme surface de Gauss la sphère de rayon grand R, la sphère blanche. Mais vous prenez bien une sphère qui passe par M. Donc voilà la surface de Gauss. Alors elle est choisie pour que le calcul du flux soit élémentaire. Donc on va directement exploiter toutes les symétries qu'on avait. Alors, le produit scalaire ER, ça fait 1. La mesure algébrique sur la sphère, je peux la sortir. Et donc je me retrouve avec l'intégrale de ds sur la sphère, ce qui fait la surface de la sphère. Bon, il devient, je pense qu'à ce stade de l'année, vraiment plus personne n'hésite sur les surfaces et les volumes de base, hein, mais ça, c'est vraiment pas permis hein, de s'en mêler les pinceaux, ou même à des facteurs 2, ou des, hein, donc la surface de la sphère, 4pi petit r carré, parce que c'est la sphère de rayon petit r, et non pas grand R. Hein. Alors ensuite, la question qu'on se pose, c'est toujours la même. Où sont localisées les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss? Et on voit qu'il y a deux cas. Ça crève les yeux. Ou bien le point M est à l'extérieur de la sphère, auquel cas des charges, il n'y en a pas jusqu'à petit r, il n'y en aura que jusque grand R. Ou bien le point M est à l'intérieur, et là il faudra faire attention. Donc deux cas. Petit r plus grand que grand R, à ce moment-là, la charge intérieure, c'est la charge de la sphère. Donc c'est, on pourrait dire Q total, c'est-à-dire 4 tiers de pi grand R cube fois ρ0, la densité volumique de charge. Donc attention ici, ce qui est important, c'est que c'est grand R. Si R est plus petit que grand R, allez, ça vaut presque le coup de faire un mini dessin pour que tout le monde le voit, parce que je vous dis, c'est pratiquement la seule difficulté de cet exercice. À ce moment-là, la sphère de Gauss, elle est plus petite que la sphère qui contient toutes les charges. Donc là, le truc, il est plein ici, mais les charges qui sont à l'extérieur de la surface de Gauss ne rentreront pas en ligne de compte pour le calcul de la charge intérieure. Donc ça te fera 4 tiers de pi, petit r cube, fois ρ0. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à recoller les morceaux. Évidemment, le calcul du flux, lui, il est indépendant de ces deux situations. Donc là, on aura E bar de R, 4pi r carré. Alors, on peut l'écrire de deux façons. Ou bien on dit que c'est Q total sur epsilon 0, ou bien on exprime vraiment ce qu'est Q total en fonction de ρ. Ça, ce sera pour vérifier la continuité. Ça peut être intéressant. Pour vérifier la continuité du champ en petit r égale grand R. Et puis ici, donc, on aura la même chose, mais on va s'arrêter donc à petit r. Donc là, ce qui est important, vous voyez, c'est le petit r ici, petit r cube, divisé par epsilon 0. Donc, R plus petit que grand R, on aura E bar de R qui vaudra, donc 4pi r carré, ça va se simplifier, donc il va nous rester ρ0 R sur 3 epsilon 0. Donc on voit que le champ, il est linéaire en R, et R plus grand que grand R. Alors on peut peut-être l'écrire de deux façons. Une manière qui peut être intéressante, qui fait intervenir la charge totale, donc Q total sur 4pi epsilon 0 R carré. Vous allez voir pourquoi est-ce que cette forme-là, vous voyez là j'ai simplement donc divisé par 4pi R carré.
Mais on peut aussi garder la forme en fonction de petit r et de grand R avec ρ0, en remplaçant de toute façon ρ0 par voilà, Q total. Donc ça nous donne donc, R cube sur R carré, ρ0 sur 3. Et il ne faut pas que j'oublie epsilon 0. Donc voilà les expressions du champ. Alors on dessine le profil du champ. Donc là on voit bien que si la charge est positive, je vais faire l'hypothèse ρ0 positif, le champ en mesure algébrique est positif. Bon, si ce n'était pas le cas, donc on peut mettre dans tous les cas, on va dire que c'est norme de E en fonction de R. Et alors je vous rappelle, le truc important, c'est que vous vérifiez la continuité de vos expressions en petit r égale grand R. Est-ce que c'est vrai? Donc à l'intérieur, c'était linéaire en R. À l'extérieur, ça varie en 1 sur R carré. Ça nous fait penser à quoi ça? Un champ qui décroît en 1 sur R carré. Ça nous fait penser à une charge ponctuelle. Et on voit bien que l'expression est continue. Ça fait ρ0 grand R sur 3 epsilon 0 à la frontière entre les deux. Et alors remarquez bien, il y a un truc très important, c'est que à l'extérieur de la sphère, regardez pourquoi c'est intéressant de l'écrire comme ça, parce que tout se passe comme si, et ça c'est pas du tout évident, toute la sphère était ramassée en son centre avec une charge ponctuelle Q total. Si je vous avais demandé quel est le champ créé par une charge ponctuelle Q total au centre du repère, vous m'auriez dit Q sur 4pi epsilon 0 R carré. Mais vous voyez que, alors ce qui est étonnant, c'est que vu de loin, on ne s'étonne pas tellement que le champ soit celui d'une charge qui est la charge totale de la sphère, mais même en son voisinage extérieur immédiat, eh bien c'est vrai. Vous voyez, donc ça c'est tout à fait remarquable. Et c'est le théorème de Gauss qui nous donne ce résultat. Et on va voir qu'en particulier en gravitation, c'est un résultat tout à fait intéressant. Je veux dire que vous utilisez implicitement dans tous les cours de mécanique sur la gravitation sans même le dire. Donc, ça c'était le champ. Alors maintenant, on va calculer le potentiel. Donc, le lien entre champ et potentiel, c'est toujours le même. E égale moins grade V. Alors, je vous rappelle qu'en sphérique, les seuls cas qu'on pourra vous demander, ce sont justement des cas comme ça à symétrie sphérique. Donc, le gradient, je ne vais pas donner toutes ces coordonnées. Directement, on y va. V ne dépendra que de R. Et donc, le gradient, il s'exprimera moins dV sur dr vecteur ER. Donc, il faut intégrer ça dans les deux zones. Et puis, il faudra raccorder par continuité le potentiel. Allez, j'ai encore un petit peu de place, je vais le faire ici. Donc, si on est pour petit r inférieur à grand R, donc on aura V de R est égal à donc moins ρ0 R carré, donc sur 6 epsilon 0 plus une constante, je vais l'appeler plus K1. Et puis pour R plus grand que grand R, donc V de R, donc j'intègre la fonction, alors je vais prendre j'ai le choix sur les expressions. Si je prends la première, donc ça me fera Q total divisé par 4pi epsilon 0 petit r, plus une constante K2. Alors la tradition, puisqu'ici, regardez, on va faire un peu comme ce qu'on fait en gravitation, vous voyez. On va choisir la limite de V égale 0 quand R tend vers plus l'infini. On pourrait choisir, par exemple, le potentiel nul en R égale 0, mais la tradition, c'est plutôt de choisir ça. Et si j'utilise donc la formule avec ρ0, donc ça va revenir au même, donc on intègre moins 1 sur R carré, donc ça fait une primitive, ça fait 1 sur R, donc ρ0 R cube sur 3 epsilon 0, plus cette même constante sur R, donc, voilà. Alors après, il faut quand même raccorder par continuité
les deux expressions qui sont là. Donc en petit r est égal à grand R, il faut qu'elles soient égales. Donc on voit qu'on aura deux expressions de V de grand R. Le potentiel est continu, bien sûr, hein. Alors quand vous avez des distributions volumiques, tout est toujours absolument continu, hein. Donc on aura ça est égal à K1 moins ρ0 grand R carré sur 6 epsilon 0. Donc ça nous donnera K1 est égal à ρ0 R carré. Et donc je reporte ça là-dedans, hein, donc ça fera moins ρ0 R carré sur 6 epsilon 0. Bon, on pourrait mettre en facteur, hein, plus ρ0 R carré sur 2 epsilon 0. Alors, on va tracer la courbe du potentiel. Donc, V de R. Donc, en R égale 0, on aura la constante K1, donc ρ0 R carré sur 2 epsilon 0. Donc, on a une parabole qui tourne sa concavité comme ça négativement. Ici, en grand R, un point d'inflexion et donc un arc d'hyperbole, puisque vous avez un truc en 1 sur R. Et ici, vous avez donc un point d'inflexion. Et évidemment, la tangente est continue, puisque la tangente au signe près, c'est le champ électrique qui est lui-même continu. Donc ça, c'est le profil du potentiel, avec un choix de limite nulle à l'infini. Il y a des questions? Guillaume, tu as une question? Ça va bien? Ok. Allez, on continue. Alors maintenant, on va faire donc la question, je dirais, la plus demandée. Oui. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, le potentiel, le choix... Alors, je vous ai expliqué que quand on intègre dans différents domaines, il y a à chaque fois une constante d'intégration. Donc là, vous avez deux constantes d'intégration, mais vous n'avez qu'une frontière. Hein, la frontière des deux domaines, c'est en petit r est égal à grand R. Donc, automatiquement, vous en choisissez une des deux arbitrairement. Par contre, une fois que vous en avez choisi une des deux, l'autre sera déterminé par la continuité, le raccord par continuité. Et il se peut qu'il y ait même plus que deux zones, hein. Vous pouvez avoir par exemple 3 zones, ou je ne sais plus, on n'a pas fait un truc avec 3 zones? Si, je crois, quand on a fait la croûte avec eux, là, on avait 3 zones. Donc vous en fixez une, et il y a 2 relations de continuité qui fixent les 2 autres. Oui, tout à fait. Ça, c'est un choix. Qu'est-ce qui a du sens physique là-dedans? C'est le champ. Donc, si tu fais varier, si tu choisis autre chose, tu peux complètement translater la courbe de potentiel vers le haut, vers le bas. C'est comme les forces et les énergies potentielles, hein, tu fais ce que tu veux. Allez, maintenant, on va faire donc un truc qui n'est pas sur le poly, c'est l'analogie avec la gravitation. Et je peux vous dire très sincèrement que c'est la question la plus posée au concours sur le théorème de Gauss. Hein. Donc, analogie avec la gravitation. Donc, quelle est la problématique? La problématique, c'est qu'on a un astre, et cette fois-ci, au lieu d'être chargé, c'est une densité volumique, mais une densité volumique de masse. Alors, très souvent, on utilise la même notation, mais en fait, le ρ ici, ce sera une masse par unité de volume. Donc, on a un astre de rayon R, et on se demande quel est le champ de gravitation créé par cet astre. Alors, à l'intérieur de l'astre et à l'extérieur de l'astre. On va même calculer le champ de gravitation à l'intérieur de l'astre. Alors, pour faire ça, il faut d'abord énoncer le théorème de Gauss en gravitation. Et on va voir, j'ai déjà parlé de cette analogie, mais là, on va vraiment donc la décrire entièrement. Donc, on a deux masses M et M', de la même manière qu'on peut avoir deux charges Q et Q'. Et donc, ces deux masses exercent une force d'attraction gravitationnelle entre elles. Et cette force
Voilà, on la connaît bien. Donc on peut l'écrire comme ça, moins Gmm' sur R carré vecteur U. Alors, la force exercée par l'un sur l'autre, principe de l'action et de la réaction, bon, par exemple celle-là, donc le vecteur U, c'est le vecteur unitaire dirigé de cette masse-là vers cette masse-là. La force de Coulomb, bon, la seule différence quand même entre ces deux forces, c'est que si les deux charges sont de même signe, je peux avoir une force répulsive, alors que quand les deux, au niveau de la gravitation, c'est toujours une force attractive. Donc, je vais dessiner un cas où Q et Q' sont de signes contraires. Mais voilà, bon. Alors, regardez bien. L'analogue de moins, d'abord, l'analogue des masses, c'est la charge. La constante de gravitation, moins G ici, donc 1 sur 4pi epsilon 0. L'analogue du champ électrostatique, donc ici on peut dire que c'est, voilà, si j'appelle M qui porte la charge Q, M' qui porte la charge Q', on peut dire que la force exercée par Q sur Q', c'est donc Q' fois donc le champ créé par la charge Q en M'. Et de la même manière, on peut dire que la force, ne confondez pas force et champ, on a aussi un champ gravitationnel qui va être M' multiplié par le champ gravitationnel. Donc je vais le noter grand G. Alors attention ici, grand G pour moi, ce sera, on peut le noter aussi parfois grand A, c'est le champ de gravitation créé par la masse petit m au niveau de M'. Donc, ne confondez pas rien qu'au niveau de l'écriture, c'est pour ça que j'ai fait un G, là, comme j'ai appris en primaire, le G rond. Ça, c'est la constante de gravitation, et ça, c'est le champ de gravitation homogène à une accélération. Donc, ne confondez pas les deux au niveau de l'écriture. D'accord? Donc, le champ de gravitation, c'est lui qui va satisfaire un théorème de Gauss, c'est l'analogue du champ électrostatique, donc en M'. Donc, très simple, cette analogie. Là, ce sont les masses qui produisent le champ. Là, ce sont les charges qui produisent le champ électrostatique. Et donc, alors, le théorème de Gauss, comment est-ce qu'il s'énonce? Eh bien, puisque les lois de force sont les mêmes, on va voir que les propriétés de symétrie, tout est pareil pour le champ de gravitation et pour le champ électrostatique. Donc, le théorème de Gauss s'énonce, le flux du champ à travers une surface fermée, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Et en gravitation, le flux du champ de gravitation, c'est donc 1 sur epsilon 0. Ah oui, alors quel est l'analogue de 1 sur epsilon 0? Regardez, je fais formellement passer le 4pi de l'autre côté. Donc ça fait moins 4pi G fois la masse intérieure. Donc je remplace la charge intérieure par la masse intérieure et je remplace 1 sur epsilon 0 par moins 4pi G. Voilà. Et puis on pourrait même énoncer des équations locales. Rotationnelle de E valait 0. Ça nous montrait ça que E était un champ de gradient. De la même manière, on a rotationnelle de G égale 0. On avait div de E, divergence de E, c'est ce qui nous donnait le théorème de Gauss, est égal à ρ sur epsilon 0. Seulement, attention, ρ, c'était la densité volumique de charge. Et de la même manière, on aura div de G, c'est ce qui nous donnerait par le théorème de Green-Ostrogradsky la démonstration de ce théorème, est égal à donc moins 4pi, donc je remplace 1 sur epsilon 0 par moins 4pi G, ρ, mais attention, ρ, je le note pareil dans les deux. Je fais exprès de ne pas changer la notation. Mais là, ρ, c'est la densité, notez-le à côté, volumique de masse, de charge, pardon, et là, c'est la densité volumique de masse. On est bien d'accord, notez-le, je ne le note pas au tableau. Donc voilà l'analogie. Et donc tout ce qu'on a fait sur le champ électrostatique, on peut le faire sur un champ de gravitation. Et donc, après, c'est plus qu'une question d'écriture. C'est-à-dire que si on vous demande de calculer le champ de gravitation créé par un astre sphérique
à l'extérieur de cet astre ou à l'intérieur de cet astre, vous utilisez exactement les mêmes méthodes qu'en électrostatique et vous déroulez votre canevas de résolution exactement de la même manière. Donc, hein, c'est ce que voilà, Augustin et Pierre ont eu à faire au concours. Et ça commence toujours pareil. Il faut refaire ce petit tableau. Hein, voilà, ça c'est du plus bel effet. Vous montrez que vous maîtrisez parfaitement tous les aspects de cette analogie. Un champ de gravitation, ça se comporte exactement comme un champ électrostatique. Alors, on y va. Donc là maintenant, c'est presque ridicule, hein, parce qu'avec tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il suffirait que je fasse? Regardez, dans tous nos résultats, il suffirait que je remplace E par G. Il suffirait que je remplace la densité volumique de charge par la masse volumique. Il suffirait que je remplace 1 sur epsilon 0 par moins 4 pi g et le tour serait joué, ce serait terminé. Vous voyez, dans tous les calculs. Seulement, bon, allez, d'un point de vue pédagogique, on va quand même utiliser au moins une fois le théorème de Gauss pour le refaire à zéro, mais vous voyez, c'est exactement pareil. Donc, au niveau des symétries, je ne m'étends pas. Les invariances, c'est pareil, mais si vous avez ça, eh bien, il faut tout redétailler, exactement comme ce qu'on vient de faire pour le champ électrique. Donc, G, hein, symétrie plus invariance, vous donne G est égal à G bar de R, ER. Mais il faut le détailler, il ne faut pas le parachuter comme ça. Alors là, je le fais parce qu'on vient de le faire, mais vous dites, voilà, j'ai des plans de symétrie pour les masses, j'ai une invariance par rotation de la distribution de masse, de la masse volumique, donc par des arguments de symétrie identiques, ne court-circuitez pas cette étape, sinon vous n'aurez pas tous les points. Hein, il faut le redétailler comme pour le champ électrique. Et vous énoncez le théorème de Gauss pour la gravitation. Allez, on va le réécrire ici. Donc le flux du champ de gravitation à travers toute surface fermée orientée vers l'extérieur, c'est moins 4pi fois la constante G de gravitation fois la masse à l'intérieur de la surface de Gauss. Vous choisissez votre surface de Gauss exactement de la même manière pour les mêmes raisons. Donc la surface de Gauss, on a l'astre, c'est la sphère de rayon petit r passant par M, que le point M se trouve à l'intérieur ou qu'il se trouve à l'extérieur. Donc là aussi c'est pareil, ne prenez pas comme surface de Gauss la surface de l'astre, surtout. Hein, mais c'est bien la sphère qui passe par M. Vous énoncez le théorème. Le calcul du flux, c'est exactement pareil. C'est G de R. Alors quand on est pressé, vous voyez directement, on écrit que quand on sait qu'on a bien choisi la surface de Gauss et qu'on est vraiment pressé, on dit que le flux, c'est directement G mesure. Attention, là, la mesure algébrique, elle est cruciale. Vous allez voir que G est négatif, hein, ne l'oubliez pas. Fois 4 pi r carré, donc c'est la surface de la sphère. Et donc, ça vaut moins 4 pi G masse intérieure. Alors, masse intérieure à quoi? Masse intérieure à la surface de Gauss. Donc, la question qu'il faut se poser, on transpose notre petite question, c'est où est localisée la masse qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss? Il y a deux cas. Bon, vous voyez que c'est toujours pareil? Allez, on commence par R plus grand que grand R. Alors, si j'ai R plus grand que grand R, je fais un petit dessin. Donc, j'ai l'astre. Et puis, voilà, le point M, il est à l'extérieur. Et la surface de Gauss, c'est la sphère verte. Donc, où sont localisées les masses à l'intérieur de la sphère de Gauss? Ben, on voit bien qu'il n'y en a que jusque grand R, le rayon de l'astre. Donc, en fait, c'est la masse totale. C'est la même chose. Donc, masse intérieure est égale à masse totale. Et là, on va démontrer un résultat qui n'a rien d'évident, mais qu'on vous a demandé d'admettre, j'allais dire, depuis la première, en réalité. Parce que, qu'est-ce qu'on va démontrer? Eh bien que, quand on est à l'extérieur de l'astre, regardez ce qui se passe. Voilà G de R. Moins G masse intérieure, c'est-à-dire masse totale de l'astre, divisé par R carré. Donc ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que quand vous êtes juste sur la Terre, tout se passe comme si le champ de gravitation que vous subissez, c'était celui de la masse totale de la Terre ramenée au centre de l'astre. Alors quand on est à grande distance, ça ne paraît pas étonnant,
Mais par contre, vous voyez, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que là, voilà, on est sur la Terre, et la force de gravitation qu'on subit, c'est comme si toute la masse de la Terre était ramenée au centre de la Terre. Et ça, j'allais dire, c'est pratiquement la définition du poids, parce que vous savez que dans le poids, il y a la force d'inertie d'entraînement qu'on néglige. Donc le fait qu'on puisse écrire que G, c'est moins G, masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré, vous voyez, ben, ça sort en fait du théorème de Gauss. Donc ça n'a rien d'évident a priori. Mais c'est quand même comme ça. Donc on vous a caché d'où ça venait jusqu'à présent, maintenant vous savez d'où ça vient du théorème de Gauss. R plus petit que grand R, donc le calcul, c'est juste la masse intérieure, ça va changer. Donc là je ne peux pas dire que c'est la masse totale, mais je peux dire que c'est quoi? Je peux dire que c'est moins G, alors il faut que je passe par la masse volumique, donc 4 tiers de pi. Alors il faut que je prenne, regardez bien, c'était ce petit dessin-là. Donc là, c'est petit r plus petit que grand R, là, le dessin. Là, c'est petit r plus grand que grand R. Donc là, je n'ai de la masse que, c'est ça hein, la principale difficulté que rencontrent les étudiants, hein, c'est ça. Voilà, c'est bien regarder où est-ce que j'ai de la masse dans la surface de Gauss. C'est pas difficile, une fois que vous avez compris ça, c'est toujours pareil. Hein. Donc il faut que je me limite à la sphère, non pas de rayon grand R, mais de rayon petit r. Bon, alors regardez là, je vais utiliser une astuce que je n'ai pas utilisée avec les charges. Très souvent, ce qu'on fait, c'est que cette masse intérieure qui est là, à la sphère de rayon petit r, on l'exprime en fonction de la masse totale. Tout à l'heure, pour exprimer la continuité, vous voyez, j'ai tout exprimé en fonction de ρ. Maintenant, je vais exprimer ça en fonction de la masse totale. Donc, ce que je vais faire artificiellement, je vais multiplier par le rayon de l'astre au cube et je vais diviser par le rayon de l'astre. Alors, pourquoi je fais ça? C'est des toutes petites astuces de calcul, hein, mais voilà, ça peut être utile. Tout ça, regardez ce que ça représente. Ça représente la masse totale de l'astre. Et donc, je vois que ça fait moins G. Oh, il n'y a pas de G dans la masse, excusez-moi. J'ai déjà commencé à mélanger. Il n'y a pas le G, ce sera dans l'expression du théorème de Gauss. Donc, la masse totale, c'est ρ fois le volume. Mais regardez, donc, on aura la masse totale de l'astre fois petit r cube sur grand R cube. Alors, ça, c'est une petite astuce de calcul. Qui vous montre qu'en fait, la masse intérieure à la sphère de rayon petit r, elle est proportionnelle à la masse totale. Et le rapport de proportionnalité, c'est le rapport des rayons au cube. Et quand vous faites petit r égale grand R, évidemment, vous retrouvez que votre masse intérieure, c'est la masse totale. Voilà, et on va réinjecter ça donc dans le théorème de Gauss. Alors, ça permet de raccorder les solutions par continuité de façon plutôt que de passer par la masse volumique, vous l'avez exprimé en fonction de la masse totale. C'est aussi assez pratique. Donc, moins 4 pi g, donc masse intérieure, donc ça va faire masse totale, r cube sur grand R cube. Et donc, on aura g de r, donc on voit qu'il est négatif, hein, c'est un champ centripète. Donc, ça fera moins g, masse totale, donc là j'ai r carré, là j'ai r cube, donc petit r sur grand R cube. Et vous vérifiez bien la continuité de vos deux expressions. Donc cette expression-là qui est vraie à l'intérieur de l'astre et cette expression-là qui est vraie à l'extérieur de l'astre. Alors celle à l'extérieur de l'astre, je vous dis, elle est très facile à retenir, hein, puisque tout se passe comme si c'était un champ de gravitation d'une masse ponctuelle ramenée au centre. Et donc, vous voyez que vous avez ça. Et donc, à l'intérieur, ça c'est comme tout à l'heure, le champ électrostatique augmenté linéairement avec R. Là aussi, G augmente linéairement avec R. Donc, on va dessiner, alors je vais prendre la norme de G, hein, puisque comme il est négatif, on va le mettre en norme. Donc, norme de G. Donc, c'est linéaire à l'intérieur de l'astre et c'est en 1 sur R à l'extérieur de l'astre. Et donc, ici, on a continuité. Donc, on a constante de gravitation, masse totale divisée par grand R au carré.
Donc voilà pour la gravitation. Donc cet exemple-là, mine de rien, d'un point de vue statistique sur ce qui va vous arriver au concours, c'est le plus important de tout ce qu'on a fait avec le théorème de Gauss. Ce n'est pas forcément le plus compliqué, hein, mais vous voyez, faire cette analogie, énoncer le théorème, utiliser les symétries, voilà, il y en a 2 d'entre vous l'an dernier qui, à l'oral du concours, sont tombés là-dessus.